Gadel 24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, la paix reste bien lointaine dans la bande de Raza, alors que les forces d'occupation sionistes continuent de violer l'accord de cessez-le-feu. Plusieurs zones de l'enclave ont été prises pour cible ce dimanche. L'entité sioniste intensifie ses raids d'agression contre le Liban. 2 civils sont tombés en martyrs dans des bombardements au sud du pays. La Gen Z 212 ne décolère pas au Maroc. Des milliers de citoyens ont envahi les rues des grandes villes du royaume, dénonçant la corruption et la répression. Dans le dossier conflit en Ukraine ce soir, l'armée russe revendique des avancées sur plusieurs fronts. La Russie est déterminée à réagir avec force en cas de frappe en profondeur, continue de gagner du terrain sur la ligne de front. Enfin, le 7e art rencontre le militantisme à la Cinémathèque d'Alger pour la manifestation Panorama du film Sahraoui. On vous emmènera au cœur de cet événement dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Les forces d'occupation sionistes continuent de violer l'accord de cessez-le-feu à Raza en prenant pour cible les déplacés dans différentes zones de l'enclave. Le centre palestinien d'information a rapporté que des véhicules blindés ont lancé des projectiles à l'est de Khan Younes et sur Nusayrat, au centre de la bande de Raza, tandis que des chars ont tiré sur des déplacés qui tentaient de rejoindre leur maison dans le nord de la bande. Et l'ONG Médecins sans frontières a déclaré que l'entité sioniste continuait d'utiliser l'aide humanitaire comme moyen de pression contre les Palestiniens dans la bande de Raza, et ce en violation flagrante des termes de l'accord de cessez-le-feu censé être entré en vigueur depuis le 10 octobre courant. Récemment, les Nations Unies ont interpellé l'entité sioniste à l'effet de respecter les termes de l'accord de cessez-le-feu qui prévoit dans sa première phase notamment l'arrêt total du génocide, l'acheminement sans entrave des aides humanitaires dans la bande, ainsi que la libération des prisonniers. De son côté, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance a lancé ce dimanche un appel urgent pour lutter contre la famine à Gaza. Le directeur régional de l'organisation pour la région MENA, Edouard Begdeber, a demandé lors d'une conférence de presse l'ouverture immédiate de tous les points de passage afin de garantir l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire vitale, et ce compte tenu de la situation désastreuse dans laquelle vivent les enfants dans l'enclave palestinienne. À noter que l'UNICEF a recensé pas moins de 58 000 orphelins et plus d'1 million d'autres enfants vivant quotidiennement dans l'angoisse pour survivre. L'hiver approche à grands pas, une saison redoutée par les Palestiniens de Gaza. L'Office de secours et de travaux de l'ONU pour les réfugiés de Palestine a appelé samedi à l'entrée urgente de fournitures d'aide humanitaire dans la bande à l'approche du froid. Dans une publication sur les réseaux sociaux, l'UNRWA a déclaré que les Gazaouis avaient de plus en plus besoin d'abri et de chaleur, ajoutant que des matériaux d'abri et des fournitures d'hiver pour les familles déplacées se trouvent actuellement dans les entrepôts de l'UNRWA en Jordanie et en Égypte, dont l'entrée demeure interdite par les forces d'occupation. Au milieu des ruines de Raza, certains tentent tant bien que mal de retrouver un semblant de vie normale. C'est le cas de Hiem Mourdad, une grand-mère qui fait des mains et des pieds pour redonner le sourire à ses petits-enfants avec 3 fois rien. Récit Sohila Kilal. Au milieu des ruines d'une enclave fantôme, Hiem Mourdad prépare des pâtes vermicelles sur un réchaud de fortune. Entourée de ses petits-enfants, cette grand-mère de 62 ans essaye par sa joie et sa bonne humeur de dédramatiser une situation pourtant très critique, afin de répandre un peu de quiétude dans le cœur de ses jeunes petits-enfants.
J'ai cuisiné des pâtes pour nourrir les enfants et calmer leur faim. Mais je ne peux pas acheter de légumes car nous n'avons pas d'argent. Obtenir de l'eau est également une grande souffrance. Je sors chaque matin avec les enfants pour aller en chercher. Durant les 2 dernières années, Hiyem Morded a perdu sa maison et tous ses biens. Plusieurs membres de sa famille, dont ses enfants et ses petits-enfants, ont également été assassinés. Un deuil profond que le cessez-le-feu n'a pu effacer. Ma maison a été complètement détruite. Un bulldozer l'a complètement rasée. Mais malgré cela, je suis revenue et j'y vis. Quand ils ont annoncé qu'il y avait une trêve, j'ai versé des larmes de joie et de tristesse à la fois, car j'ai perdu certains de mes enfants et petits-enfants. Hiyem s'inquiète pour la santé mentale de ses petits-enfants qui, comme tous les enfants de l'enclave, sont traumatisés par les horreurs endurées durant les 2 dernières années. Des traumatismes qui ne sont pas près de disparaître et qui, tel un raz-de-marée, emportent sur leur passage l'innocence et l'insouciance de l'enfance. Les enfants ne disent plus « je veux aller à la crèche ou à l'école », mais plutôt « je veux aller chercher de l'eau ou de la nourriture ou un colis alimentaire ». Leurs rêves ont disparu, ils ont oublié l'école, ils ont même oublié comment jouer. Autrefois, ils allaient au parc, mais aujourd'hui, ils jouent sur les décombres. Nous voulons que tous les débris soient enlevés, cela nous affecte, ainsi que la santé mentale de nos enfants. Nous voulons redonner un peu de vie, nous voulons ressentir de l'espoir à nouveau. L'entrée en vigueur du cessez-le-feu ne signifie nullement la fin du calvaire pour les habitants de Gaza, à qui il faudra de longs mois, voire des décennies, pour se reconstruire et guérir les séquelles invisibles laissées par la barbarie sioniste. On rappelle également que la situation en Cisjordanie est occupée et loin de s'arranger. Les forces d'occupation sionistes ont lancé ce dimanche une campagne d'arrestation dans plusieurs villes et villages. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, l'occupation a arrêté 7 civils palestiniens, dont un prisonnier récemment libéré lors d'une campagne de raids dans les gouvernorats d'El Khalil, de Tulkarm et de Jenin. On en parlait tout à l'heure en titre, l'acharnement des forces sionistes contre le Liban se poursuit. 2 Libanais sont tombés en martyrs dans un raid sioniste sur la ville de Bekaa et un autre dans le district de Tyr, près de la frontière avec la Palestine occupée. Le ministère libanais de la Santé a indiqué que l'aviation de l'occupation sioniste avait pris pour cible un véhicule à l'entrée de Naqoura, tuant une personne qui se trouvait à bord, tandis qu'une autre personne a été assassinée lors d'un raid sur la ville de Nabishit, à l'ouest du pays. En parallèle, les forces d'occupation ont lancé des bombes assourdissantes sur des agriculteurs dans la ville de Haït al-Shab, dans le district de Nabatia, au sud du pays. En Irak, au moins 3 ouvriers ont été tués ce dimanche dans l'incendie d'un oléoduc du champ pétrolier de Zubair. Selon les responsables du secteur, il n'y a eu aucun impact sur les flux de pétrole qui gardent un débit de 400 000 barils par jour. L'incendie qui a également grièvement blessé 5 personnes s'est déclaré alors qu'un groupe d'ouvriers effectuait des opérations de soudage à proximité du pipeline. Direction à présent Hanoï au Vietnam. Dans une allocution prononcée lors d'une conférence de haut niveau dans le cadre de sa participation à la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Lounès Magraman, a salué le rôle de l'Algérie dans la présidence du comité spécial chargé d'élaborer cette convention, soulignant que la signature officielle de cette convention par l'Algérie traduit son engagement constant en faveur du multilatéralisme et de la coopération internationale en tant qu'instrument essentiel pour relever les défis mondiaux émergents. À noter que l'adoption de cette convention vient aussi ainsi s'ajouter au succès enregistré par la diplomatie algérienne au cours des dernières années sous la conduite du président Abdelmajid Tebboune.
Et cette autre information du jour, le ministre d'État algérien, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arqab, a procédé ce dimanche à Alger à l'installation de Nourdine Daoudi au poste de PDG du groupe Sonatrach en remplacement de Rachid Hachichi. La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège de la direction générale de Sonatrach en présence des membres du conseil d'administration du groupe ainsi que des cadres du ministère. Pour rappel, avant sa nomination à la tête de la plus importante entreprise du pays, Nourdine Daoudi a été président de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures. Toujours plus nombreuses et plus puissantes, des manifestations massives ont secoué les villes marocaines dans la nuit de samedi à dimanche avec la reprise des rassemblements du mouvement Gen Z dénonçant la corruption et la répression des libertés. Des milliers de Marocains sont descendus dans les rues de la capitale Rabat et des villes de Casablanca, Oujda, Marrakech et autres, exigeant la libération de tous les prisonniers d'opinion et des personnes arrêtées lors des manifestations organisées par le mouvement au cours des dernières semaines. Ils ont également appelé à l'instauration de la justice sociale, à la fin de la corruption et à la mise en cause de tous les responsables impliqués dans le détournement des fonds publics. L'époque de l'esclavage est révolue, l'époque de l'humiliation aussi. Nous obtiendrons nos droits par tous les moyens pacifiques possibles. Nous ne nous tairons pas avant que nos revendications soient exaucées. La santé, l'éducation, la lutte contre la corruption, la justice et la liberté pour les opprimés. Et bien sûr que les corrompus rendent des comptes à la justice. Aujourd'hui, nous sommes sortis pour exprimer notre colère face aux poursuites qui continuent contre la génération Z. Plus de 2000 personnes sont poursuivies. Plus de 1400 sont toujours détenus. Nous exigeons que ces poursuites et ces dossiers fabriqués cessent immédiatement. Ce sont des enfants du peuple qui sont sortis pour parler de revendications simples, des revendications qui concernent tout le peuple marocain, l'éducation, la santé, la fin de la corruption, la fin du despotisme. Nous, Marocains, sommes tous unis autour de ces revendications. La situation au Soudan de plus en plus alarmante. L'armée de l'air soudanaise a mené une série de frappes aériennes précises et intensives visant des rassemblements et des sites stratégiques des forces de soutien rapide dans les environs de la ville de Bara et dans plusieurs autres régions de l'État du Kordofan du Nord. Selon des sources militaires relayées par les médias locaux, ces frappes aériennes s'inscrivent dans le cadre d'un plan décisif visant à affaiblir les capacités des FSR et à renforcer le positionnement de l'armée. On ouvre notre dossier russo-ukrainien. Une attaque de drone sur Kiev imputée à la Russie a fait 3 morts et une trentaine de blessés ce dimanche selon des responsables ukrainiens. L'attaque a également causé de nombreux dommages à des immeubles dans un quartier résidentiel de la capitale. Dans ce contexte, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé dans des publications sur les réseaux sociaux à de nouvelles sanctions qu'il veut fortes contre la Russie et ceux qu'il a qualifiés d'alliés de Moscou. Pour sa part, la Russie a annoncé que ses forces avaient continué à progresser dans plusieurs directions, notamment à Soumy et à Kharkiv, et ce au cours des dernières 24 heures. Selon le rapport quotidien du ministère russe de la Défense, ces forces ont mené des frappes ciblant les installations de l'industrie de défense ukrainienne, les infrastructures énergétiques et les sites de déploiement temporaire des troupes ukrainiennes et des mercenaires étrangers. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé que les forces armées russes réagiront avec force en cas de frappe en profondeur. Pour rappel, le président russe Vladimir Poutine avait déclaré jeudi que Moscou ne céderait jamais à la pression des États-Unis ou de toute autre puissance étrangère, avertissant également qu'il réagirait de manière écrasante à toute frappe militaire en profondeur en Russie.
En effet, les spéculations vont bon train en ce moment. D'ailleurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui-même a récemment déclaré qu'il posséderait le potentiel militaire nécessaire pour frapper profondément en Russie. Naturellement, nos forces armées et la Russie réagiront avec fermeté, comme l'a dit Poutine de manière stupéfiante. Il pourrait être britannique, allemand, italien, mais il est clair que l'Ukraine elle-même n'est probablement pas capable de produire de tels missiles, et les principaux composants et assemblages de ces missiles sont au minimum importés exclusivement d'Europe. La Russie qui a d'ailleurs testé avec succès son missile de croisière à propulsion nucléaire Bourvestnik, une arme à capacité nucléaire qui, selon Moscou, peut échapper à tout système de défense. La Russie affirme que son missile de croisière à propulsion nucléaire est invincible face aux défenses antimissiles actuelles et futures, avec une portée presque illimitée et une trajectoire de vol imprévisible. Le général en chef russe Valery Gerasimov, chef d'état-major des forces armées russes, a déclaré au président Poutine que le missile avait parcouru 14 000 km et était resté dans les airs pendant environ 15 heures lorsqu'il a été testé le 21 octobre. Camarade commandant en chef suprême, cet essai a eu lieu le 21 octobre. En effet, la différence avec les précédents réside dans le fait que le missile a volé pendant plusieurs heures, parcourant une distance de 14 km. Et ce n'est pas la limite. Et les performances du Bourvestnik lui permettent généralement d'être utilisées avec une précision garantie contre les cibles protégées, quelle que soit la distance. De plus, le missile a effectué toutes les manœuvres verticales et horizontales prescrites pendant le vol, démontrant ainsi sa grande capacité à échapper au système de missiles de défense aérienne. Dans un tout autre sujet, le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, a annoncé ce dimanche qu'il se retirait de Turquie dans le cadre d'un processus de désarmement coordonné avec le gouvernement, pressant Ankara d'avancer dans les démarches lui permettant d'entrer en politique. Pour rappel, en juillet, le groupe désigné comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne avait brûlé quelques armes dans un acte symbolique de bonne foi. Aujourd'hui, le PKK a déclaré avoir décidé de retirer tous ses militants de Turquie pour jeter les bases d'une vie libre, démocratique et fraternelle. Au cours des 8 derniers mois, la partie kurde a franchi des étapes historiques dans le cadre de l'appel à la paix et à une société démocratique afin de faciliter la création d'un contexte pacifique et propice aux discussions. Nous avons déclaré un cessez-le-feu unilatéral le 1er mars 2025, immédiatement après cet appel, conformément aux directives du leader Abdullah Öcalan transmises par les voies appropriées. Nous avons convoqué le 12e congrès du PKK du 5 au 7 mai 2025 et mis fin à la structure organisationnelle du PKK et à sa stratégie de lutte armée. Nous avons également déclaré que ces résolutions ne pourraient être mises en œuvre que sous la direction directe d'Abdullah Öcalan. 2 mois plus tard, suite à un appel vidéo d'Öcalan, les 30 membres du groupe pour la paix et une société démocratique ont brûlé leurs armes lors d'une cérémonie, démontrant ainsi notre engagement clair et résolu à mettre fin à la lutte armée. Silahlı mücadeleyi sona erdirmek kararını uygulamadaki net ve kararlı tutumumuzu ortaya koydu. En Irlande, Catherine Connolly, députée chevronnée de l'extrême gauche, a été élue présidente par une marge écrasante samedi. Âgée de 68 ans, Catherine Connolly, critique de longue date de l'Union européenne dans une Irlande majoritairement pro-UE, n'était pas un nom connu du grand public. Elle a gagné en popularité au fil de la campagne, a enthousiasmé les jeunes électeurs et a été élue avec 63,4% des voix. Dès le premier jour, j'ai affirmé que j'étais une candidate indépendante, dotée d'une grande liberté d'esprit. Et à tous ceux qui ont voté pour moi, un grand merci. Ce sera un immense privilège de vous servir. À ceux qui n'ont pas voté pour moi et à ceux qui ont gâché leur vote, je vous assure que je serai une présidente inclusive, à votre écoute. Je ne ferai aucune distinction fondée sur les votes. Je serai celle qui écoute, qui réfléchit
réfléchit et qui parle quand c'est nécessaire, et une voix pour la paix, une voix qui s'appuie sur notre politique de neutralité, une voix qui articule la menace existentielle posée par le changement climatique, et une voix qui reconnaît l'énorme travail accompli sur toute la longueur et l'étendue du pays. Et nous devons le reconnaître et veiller à ce qu'il soit correctement financé. Direction la France où les suspects du vol en plein jour de certains des joyaux de la couronne française au Louvre ont été arrêtés près de Paris samedi soir. C'est ce qu'a déclaré le parquet de Paris, confirmant une information antérieure du journal Le Parisien. La procureure de Paris a déclaré ce dimanche que l'un des hommes avait été interpellé à l'aéroport Charles de Gaulle alors qu'il s'apprêtait à quitter le territoire. Elle n'a pas précisé le nombre d'hommes interpellés ni donné plus de détails dans son communiqué. Sommet de l'ASEAN à Kuala Lumpur, les dirigeants de la Thaïlande et du Cambodge ont signé ce dimanche un accord de cessez-le-feu renforcé en présence du président américain Donald Trump. Les deux camps se rejettent mutuellement la responsabilité d'avoir déclenché un échange de roquettes et d'artillerie lourde qui a duré 5 jours et qui a fait au moins 48 morts et déplacé temporairement environ 300 000 personnes lors des pires combats de leur histoire récente. As we speak, I think our two commanders. En ce moment même, je crois que nos deux commandants discutent de la possibilité d'un début de retrait, d'un retrait partiel de la première phase des armes lourdes, témoignant de notre volonté de mettre en œuvre les déclarations conjointes parallèlement. J'espère vivement la libération rapide de nos 18 soldats pour raisons humanitaires. I strongly hope for the prompt release of our 18 soldiers on humanitarian grounds. Thailand stands for peace. La Thaïlande défend la paix. Cette déclaration reflète notre volonté de résoudre les différends pacifiquement, dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Si elle est pleinement mise en œuvre, cette déclaration posera les bases d'une paix durable. Fully implemented will provide the building blocks for a lasting peace. Je vous en parlais tout à l'heure en titre, le 7e art a rencontré le militantisme à Alger. La Cinémathèque de la capitale abrite depuis samedi soir la manifestation au panorama du film Sahraoui, placé sous le thème « Cinéma pour la liberté ». Objectif, rendre hommage à la lutte et à la résistance du peuple sahraoui face à l'occupation marocaine. Reportage Felah Leili. C'est sous le thème « Cinéma pour la liberté » que la Cinémathèque d'Alger accueille le panorama du film Sahraoui, une manifestation culturelle qui rend hommage à la lutte et à la résistance du peuple sahraoui face à l'occupation marocaine. Du Sahraoui à s'exprimer. Le cinéma, justement, est un moment propice, justement, de contribuer dans ce combat des consciences, dans ce combat cognitif autour de la question sahraoui. Donc, le livre, de mon point de vue, répondait justement à cette urgence d'essayer de donner la parole à ce peuple, en tant soit, comme on peut, si vous voulez, leur offrir une tribune à travers le livre pour leur donner une visibilité. La programmation comprend la projection de plusieurs films, dont le film documentaire du réalisateur Rabah Slimani consacré à la lutte du peuple sahraoui pour l'indépendance. La vocation du film, c'est de justement porter la voix du peuple sahraoui dans les médias et pour l'opinion publique nationale et internationale. Nous connaissons tous le conflit du Sahara occidental, mais très peu le peuple sahraoui. Donc le film se consacre à montrer qui est ce peuple, comment il vit et quelle est sa condition, quelles sont ses attentes et son espoir. Des conférences et des masterclass ont rythmé la journée, démontrant la force du 7e art dans la transmission des valeurs humaines. L'expression cinématographique a une puissance extraordinaire. La photo déjà, la photo vaut 1000 mots. Et le cinéma, c'est une photo en mouvement, donc c'est encore plus fort qu'une photo. Là, on vient de voir un peu le film de Slimane, qui est assez poignant et qui te montre. On vit à l'intérieur du camp, là, quand on voit ce documentaire. Et bien, c'est ça son rôle, le cinéma. C'est aussi de transmettre ce que vivent ces gens-là, ce que pensent, leurs émotions, leurs chagrins, leurs peines.
et c'est une manière de les connaître. Donc, faire connaître déjà, c'est un premier pas. Entre art et engagement, le panorama du film sahraoui rappelle que la culture reste un espace de liberté et de résistance. Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous et à tous.